Bonjour à tous, donc mon challenge c'est de vous garder éveillé après le lunch. Ça a l'air d'aller. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire perso parce que tout commence avec... moi j'ai découvert le lean quand je travaillais dans une petite PME qui s'appelle Shell, 200 000 employés. Et j'ai constaté là que même si on avait les vice-présidents à bord, si vous n'avez pas le top de la société avec vous, ça ne marche pas. Parce qu'après le gars a 3 ans il part, le suivant fait autre chose, et donc c'était une frustration. Et on avait acheté, je pense, des caisses du Lean Manager parce qu'on trouvait que c'était un bon bouquin. Et on les a même fait partir d'Île-de-France pour aller aux États-Unis. Et donc c'est un bouquin que j'ai bien aimé. Et je me suis dit, bon, ben, j'avais toujours eu envie de reprendre une société. Et j'ai choisi que non pour 2 raisons. Je voulais une société avec un savoir-faire artisanal. Parce que j'étais déjà pas convaincu qu'il fallait tous aller en Chine. Et que si on veut rester en Europe, ben, il faut se battre avec les armes qu'on a. Et il y avait un vrai savoir-faire dans l'entreprise. Et j'ai tout de suite aimé les gens et les produits. Et la deuxième chose qu'on voulait faire, c'est que comme on avait entre moi, mon associé et mon épouse 25 ans d'expatriation, on s'est dit ben, peut-être qu'on peut les aider à exporter. Ce qu'on a fait. Voilà, donc après avoir lu le bouquin, et j'ai dit mais non, c'est moi le patron, donc j'ai déjà résolu ce problème-là. Je pense qu'au début ils ont dit il est fou. Parce qu'on était dans une boîte qui était hyper autocratique, où le monde c'était les grosses séries. Donc on me disait il faut faire des matelas de 100 tentes à la fois. Je dis oui mais on en vend 20, c'est pas grave, on va les mettre en stock. Et donc on a vidé des camions de stock de produits qu'on ne fait plus, mais je crois qu'on a vidé 3 ou 4 semi-remorques. Voilà. Donc on a fait de la place dans les magasins. Et après j'avais une patronne qui était quelqu'un que j'adore, mais qui n'était pas du tout ligne. Donc c'est quelqu'un qui arrivait tous les matins à 5h30 ou 6h. Je sais pas, j'étais pas là quand elle arrivait. Elle finissait à 20h et elle arrêtait le dimanche à 16h. Et un jour son mari lui a dit, est-ce qu'on peut pas avoir des week-ends un peu plus longs? Et je lui ai dit oui, parce que là tu vas devenir dingue, et si c'est pas déjà fait, parce que tu arrives le lundi, tu es nettoyé. Et elle faisait tout. Elle signait les bons de congé, elle faisait les plannings d'atelier, enfin elle faisait tout. Mais l'inconvénient de ça, c'est que ben, les gens, on leur disait tu réfléchis pas, tu fais ce que je te dis. Et donc je me souviens, je ne sais plus à qui j'ai posé la question, la première fois que j'y étais, j'ai dit pourquoi tu fais ça comme ça? Et il m'a dit oh là, si le patron me demande pourquoi je fais ça comme ça, c'est parce qu'il c'est pas bon. Et c'était pas du tout l'idée, moi j'étais plutôt curieux. Et donc il a fallu changer toute cette culture et ça prend beaucoup de temps. Donc je pense que Lean Manager, il faudrait qu'il ait 4000 pages et pas 250, parce que c'est beaucoup plus lent que ce que j'ai jamais pensé. Voilà, un peu mon histoire. Alors je vous demanderai un peu de bienveillance parce que Maëva et Hélène se sont portés volontaires, et vous n'êtes pas volontaire chinois, on ne vous a pas désigné, mais elles n'ont jamais fait de présentation, ni dans la salle de réunion, ni voilà, donc c'est la première. Je pense que ça va super. Ça va... Bon, vous êtes déjà applaudi avant de commencer. Vous êtes en terrain ami, voilà. Donc je vais vous parler un tout petit peu de la boîte, comme ça je cite un peu les dimensions, et puis je laisse la parole. Ah oui, ce qu'on a voulu faire. Ce qu'on a voulu faire, c'était, comme le Lean, c'est le Gemba. Moi, je me dis, si on fait une présentation, je peux ramener ma fraise pendant 1 heure, vous raconter tout ce que je veux, vous ne savez pas si c'est vrai. Et donc, je trouvais que d'avoir le terrain avec nous, c'était quand même... Enfin, vous avez le coupe transversale de l'entreprise. Donc, moi, je suis dirigeant, Aurélie, elle est membre du COMEX, Maëva, elle est chef d'équipe, et Hélène, elle est couturière. Donc, vous avez, du haut en bas, vous avez un exemplaire de chaque. Voilà. Donc l'entreprise a 65 ans, elle a déménagé à Dunkerque en 2005, où on est toujours. On fabrique environ 4000 tentes par an, mais il y a de tout là-dedans, il y a des petites tentes, des grandes, vous verrez, il y a quelques photos. On fait 65% du chiffre d'affaires à l'export, donc on a réussi le pari d'exporter plus. Quand on a repris, on devait faire 20%. Les gros pays, c'est Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne. Et là, nous avons l'honneur d'avoir notre VIE avec nous, et qui va partir au Canada le 7 juillet, pour développer le marché là-bas. Voilà, on a 70 collaborateurs et on a 4 partenariats avec des entreprises de travail adaptées sur le Dunkerquois et une en Belgique. Merci. On a quelques labels, on est fabrication française, on est entreprise du patrimoine vivant. On a un système de formation des couturières qui nous a valu l'obtention du label. Donc c'est-à-dire que chaque couturière est évaluée sur toutes les compétences. Parce qu'il faut savoir qu'on a à peu près 50% de nouvelles couturières par rapport à il y a 10 ans. Et à un moment, on s'est dit on n'y arrivera pas parce qu'on ne trouvait personne. Donc on a beaucoup travaillé avec l'écosystème local
On a mis ça en place et aujourd'hui ça marche. On n'a pas trop de soucis, on trouve. On est French Fab, donc ça c'est un programme de la BPI. On a été accéléré par la BPI. Voilà. Alors, en termes de produits, alors j'ai mis le nom non scientifique parce qu'aujourd'hui les campings ça n'existe plus. C'est l'hôtellerie plein air. Ou HPA pour les gens du milieu. Et en fait ce sont les campings. Donc on vend ou des chaînes de camping. Ouais. On a l'habitude en France de faire des logos et puis on sait plus ce que ça veut dire. Donc voilà, alors vous allez voir des photos après. On fait beaucoup de tentes aussi pour les scouts, fédération, donc c'est ce que nous on appelle les collectivités, mais c'est un marché très très français. On travaille avec les mairies. On fait un peu de tentes familiales et beaucoup de caravanes clientes, qui est notre plus gros marché. Et ça on vend via des distributeurs en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. On fait un peu d'hébergement événementiel. Bon, ça n'a pas été un lancement réussi parce qu'on a lancé ça le mars 2020 et boum, le Covid, donc plus d'événements pendant 2 ans. Et on fait pas mal de sur-mesure, donc on fait des produits spécifiques pour des clients qui veulent des produits à leur couleur, à leur logo. Donc voilà un exemple d'une tente, ce qu'on appelle la tente baroudeur, qu'on vend beaucoup à des gens qui font des campings qui reçoivent des cyclistes ou des gens qui font de la randonnée. C'est pour en général des séjours courts. Ça c'est une tente sur les hauteurs de Sion, avec un beau coucher de soleil. Donc on fait beaucoup de toiles et bois. C'est toujours un peu les mêmes produits. Ça c'est un projet en Corse, où on a dû quand même tout installer, mais il y avait beaucoup de dénivelé, donc ça a été un peu compliqué. Voilà. Donc, moi j'ai commencé par me dire, je prends la boîte, quels sont notre système de valeurs. Alors j'ai sans doute pas fait ça de façon la plus habile, j'ai dit moi je pense que c'est celle-là. Et si vous lisez ça un peu entre les lignes ou en diagonale, c'est quand même plus ou moins les valeurs du ligne. Le client est au centre de tout. Au départ c'était compliqué parce que je dis c'est quand même lui qui paye vos salaires, c'est lui qu'il faut satisfaire. Et aujourd'hui je pense que ça va mieux, mais souvent quand les gens viennent chez moi avec un problème, je dis qu'est-ce qu'il veut le client, où est son sujet. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur les clients internes. Que c'est pas naturel pour les gens de dire que tu donnes des plans mais il y a un client derrière, s'il ne sait pas les lire, ça sert à rien. Loyauté, respect, moi j'aime beaucoup. On a des gens qui restent chez nous, donc on n'a pas énormément de turnover. Sauf peut-être un peu pour des fonctions d'emballage, ou c'est des fonctions peu qualifiées, il faut voir comment on fait. Et moi j'aime bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi, même si c'est difficile, parce qu'on a une culture, je pense qu'il y en a encore même au COMEX qui disent quand le chef a parlé, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Ce que je trouve une erreur, mais voilà, il faut changer tout ça. Parce que bon, moi j'ai pas la solution, il va falloir qu'on discute et on essaie d'engager beaucoup de terrain. Mais au début c'était compliqué. Nous gagnons en équipe et j'ai expressément pas mis de S, parce qu'on travaille beaucoup sur la transversalité des choses. Et donc on avait trop aussi, je te jette le problème au-dessus du mur, c'est plus le mien. N'est-ce pas Aurélie? On en a encore un peu de ça. Mais donc il faut dire, ouais, mais tu mets le suivant dans la choucroute, donc comment tu vas l'aider? Voilà, c'est pas mon problème. D'ailleurs, j'ai un membre du COMEX qui m'a dit, parce que je fais un one-to-one tous les jours, toutes les semaines avec les membres du COMEX, et je dis, c'est quoi les 3 irritants de la semaine? Il me dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc je dis, ouais, il faut qu'on y travaille. Les problèmes sont des bonnes nouvelles. Alors au début, ça a été, le type était fou. Il dit, mais on n'a pas de problème, si on est à l'optimum, je dis, j'espère que non, parce qu'on perd de l'argent. Donc si on est à l'optimum, on arrête. Et au début, c'est compliqué. Enfin, ça a l'air idiot comme ça, mais c'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et nous avons une attitude de champion. Quand on n'avance pas, on recule. Aussi difficile parce que quand on vous dit on est à l'optimum, voilà, il n'y a plus rien à faire. Voilà, je crois que... Ah non, j'ai encore un. Donc un petit peu, en fait, on a connu la vague de l'outdoor. Donc post-Covid, l'année Covid, ça a été compliqué. Après ça, on a fait des croissances de 35%, donc on a fait 34 plus 35. Et donc là, on est occupé à structurer, ce qui n'est pas non plus un problème simple. On a acheté beaucoup de machines, peut-être un peu surinvesti, mais bon, on verra. Et donc le but de cette année, c'est d'en faire 15. Et je voudrais être à 20 millions d'ici 3-4 ans. Voilà, comme ça vous avez l'étoile du Nord, pour ceux qui ne savaient pas. Je crois que j'ai fini. On n'est pas d'accord sur investissement machine. Non mais ça on en discutera à la pause. Merci Pierre. Bonjour à tous, moi c'est Aurélie, directrice des opérations chez Manufacture des Temps de Cabanon.
jamais d'accord avec Pierre, mais ça, il l'admet, donc ça va. On a choisi aujourd'hui de vous présenter et de faire un focus sur la caravane pliante. Pourquoi la caravane pliante? Parce qu'en fait, ça représente chez Cabanon 60 à 70% de notre chiffre d'affaires. C'est donc là qu'on a décidé d'attaquer le lean, parce que c'est là où on avait le plus de gains à faire, et qu'à un moment donné, on ne peut pas tout attaquer partout à la fois, sinon on va nulle part. Donc la caravane pliante, c'est quoi? La caravane pliante, c'est ça. Donc en fait, la caravane pliante chez nous, c'est un produit qu'on fait de A à Z, de la toile à la caisse. Et donc pour qu'on arrive à un produit abouti comme celui-ci qu'on montre régulièrement au salon, chez Manufacture des Tentes Cabanon, ça doit passer par 3 flux différents. Nous avons chez nous un bureau d'études intégré qui fait la conception de l'ensemble de nos produits. Donc que ce soit la toile, l'armature ou la caisse en elle-même. Une fois que le bureau d'études a fait sa conception, il va donc forcément transmettre ces informations aux différents ateliers qui vont tous découper en 3 flux qu'on a schématisés. Donc un flux pour la partie toile, un flux pour la partie armature en elle-même et un flux pour la partie caisse en elle-même. Comment ça se passe? Pour la partie confection, donc la partie toile, notre atelier de coupe va selon un plan couper l'ensemble des pièces qui vont servir à fabriquer les toiles qu'on va mettre sur la caisse. Et schématiquement, les toiles qu'on met sur la caisse, c'est quoi? C'est un double toit, une tente intérieure ou 2 tentes intérieures selon le modèle, un auvent et son tapis de sol. C'est ce qui constitue en général l'ensemble de la caravane pliante. Ensuite, on a la partie armature, parce que pour pouvoir poser ces toiles sur la caisse, il faut qu'il y ait une armature. À peu près le même schéma. Le bureau d'études transmet un plan, on vient découper nos tubes qu'on reçoit bruts chez nous, on vient faire le roulage, le cintrage, la soudure. Ces tubes repartent chez un sous-traitant en galvanisation. Ils reviennent chez nous, on fait de la préparation, c'est-à-dire on va poser les cliquets, les ressorts qui vont bien, et on envoie à l'atelier caravane pliante. Dernier flux, la caravane en elle-même. Et donc la caravane en elle-même, schématiquement, c'est un gros mécano, comme dans l'automobile en fait. On prend les pièces et on les assemble. On essaye de le faire de manière ordonnée, bon, voilà, dans le bon sens. Donc on va préparer le châssis, les planchers. Là-dessus, il y a les pneus, la tête d'attelage, le système de freinage, etc. Une fois que la base est prête, on va venir poser le système de tôlerie et de boiserie. Et ensuite, on va mettre le sommier et préparer les accessoires. Et on envoie à l'assemblage final. Et donc, une fois que ces 3 flux ont assemblé l'assemblage final, on peut mettre tout ça ensemble et constituer la caravane pliante. Une fois qu'on a tout ça, elle est bâchée, elle est partie sur le parking. Et en général, elle part chez le client. En général. Et donc, Maëva et Hélène qui sont là, du coup, vont vous expliquer un petit peu chacune ce qui se passe pour toutes les deux, sachant que l'une d'elles est cliente de l'autre et que l'une d'elles est à la fois fournisseur et client. Je vous les passe. Merci Aurélie. Donc, je me présente, je suis Hélène. Aujourd'hui, on est en 2020. Merci. J'ai 36 ans. Et je suis couturière chez Cabanon. Donc je vais déjà vous expliquer un petit peu à ma vie avant. Donc j'étais pas couturière à la base. Moi je suis vendeuse en poissonnerie. Donc qui n'a rien à voir. Voilà. J'ai décidé en fait après quelques soucis familiaux et j'ai eu 2 enfants, voilà, que le commerce c'était plus pour moi. Et entre temps, en fait, quand j'ai eu mon 2e garçon, je me suis lancée dans la couture à la maison. J'ai créé ma micro-entreprise. Et j'ai eu l'occasion de postuler chez Cabanon. Maintenant, je suis là. Voilà. Et je pense qu'ils sont assez satisfaits de moi depuis que je suis là. Voilà. Oh, j'ai pas trop de retour. Donc moi, en fait, en 2020, je vais vous raconter un petit peu une journée type. Donc j'arrive le matin, tranquillement. Je vais à mon poste de travail. Généralement, tout est mis en place. Donc toutes mes toiles sont installées. Et j'ai mon plan. J'ai mon plan, en fait, de mon travail de la journée. Donc, première chose que je fais, c'est que je regarde déjà si mes pièces sont bien installées, en sachant que
Là, on travaille en série, donc des grosses quantités, donc j'ai du boulot pour 2, 3, 4, voire 5 jours. Je regarde essentiellement ma nomenclature au niveau des accessoires pour pouvoir les préparer, en sachant que j'ai un super bac avec tous les accessoires. Mon conjoint a vu la photo, m'a dit, mais c'est quoi, c'est les poubelles? Voilà, tout simplement. Donc là, c'est mon poste de travail, voilà. Vous voyez un petit peu que c'est un petit peu le bazar quand même. Et donc, tout simplement, je fais le travail. Je ne sais pas spécialement ce que je fais réellement. On me donne tout ça. Je ne sais même pas le mur où il va, sur la tente. Voilà, je dois travailler. Je n'ai pas d'objectif dans ma journée, du moment que je sors des murs, ou éventuellement des doubles toits, du haut-vent. Voilà, je sors ce qui me donne à faire. Je peux en plus, entre deux, discuter avec mes collègues à côté, qui sont éventuellement en tente intérieure ou en haut-vent. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, il n'y a pas de stress au boulot, on n'arrive pas avec la boule au ventre, voilà. Et en fait, le soir, quand j'ai fini ma journée, je suis contente parce que j'ai un gros tas devant ma machine, qui est bientôt plus grand que moi. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la main à Maëva pour raconter un petit peu sa journée type en 2020. Alors bonjour, moi je m'appelle Maëva, donc en 2020 j'ai 28 ans. Je suis fraîchement débarquée à l'atelier mécanique. Avant ça, j'étais pas du tout de ce milieu. En fait, j'étais couturière. Et toujours chez Cabanon, ça faisait 6 ans que j'étais là. Je commençais à trouver un peu le temps long, un peu répétitif. Ça me plaisait plus, je me sentais plus à l'aise et j'ai eu une opportunité, donc je l'ai saisie. Donc en 2020, je suis monteuse-assembleuse, donc au premier poste, le poste chassé-plancher. Donc j'arrive le matin, j'ai mon planning, je produis ce que je produis, j'ai pas forcément d'objectif, donc je fais ce que j'ai à faire selon mon rythme. Bon, je vois qu'il y a du boulot devant pour le poste suivant. Il y a des caisses qui traînent un peu de tous les côtés, donc tout va bien. J'ai de l'avance, ça va. Je vois qu'en bout de chaîne, il y a plein de palettes avec des toiles. Les caisses, elles attendent, donc c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. On va sortir ce qu'il faut, voilà. Sauf que de temps en temps, on m'appelle au dernier poste d'habillage et d'emballage parce que le chauffeur attend les remorques qu'on n'a pas pu sortir, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, on y va tous, on s'y met à plusieurs, on fait vite, on assemble ce qu'il faut assembler et on emballe et on expédie chez le client. Oula, je pense que vous n'avez pas compris, mesdames, en fait, on n'est pas en 2020. On est en 2024, je suis directrice des opérations et là je peux pas. Je vous prie de les excuser, hein, ils n'ont pas l'habitude, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, c'est pas du tout ça qu'elle doit vous montrer, c'est pas du tout vous dire qu'à l'époque on livrait plus de la moitié de nos clients en retard, c'est pas du tout ça. On ne devait pas non plus vous dire qu'on avait des encours partout et que moi-même en passant dans l'atelier, je sais pas ce que c'était. On ne devait pas non plus vous dire qu'on avait des stocks de produits finis qui étaient là, qui attendaient sur le parking, parce qu'en fait, on ne savait pas quand, comment ça partait. Et on ne devait pas non plus vous dire qu'à l'époque, on avait des séries de toiles qui étaient prêtes, mais qu'en fait, on devait les renvoyer à la confection, parce qu'en les montant, on se rendait compte que la fermeture n'était pas au bon endroit. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça qu'on doit vous montrer aujourd'hui. Mesdames, non mais c'est pas possible, faut recommencer en fait, faut continuer là. Bonjour, je m'appelle Hélène. Donc aujourd'hui on est en 2024, j'ai 40 ans et les cheveux gris. Voilà. Depuis, on va dire 2023, on peut parler de 2023, hein, on a séparé les lignes. Donc avant on était tous regroupés HPA et remorques. Là maintenant les HPA sont d'un côté et les remorques de l'autre. En même temps on a eu des nouvelles machines de coupe, donc on voit ici, donc coupe à l'unité. Donc c'était super, c'est un gain de temps pour les collègues pour justement la coupe, mais nous on a eu des petits soucis. Alors le petit souci principal, c'est que comme c'est à la pièce, en fait ils venaient plier leur pièce coupée, voilà, et faisaient un matelassage. Moi j'ai l'exemple, vous avez une petite de t-shirt, et vous devez après en fait les mettre sur une barre, et vous devez tout déplier à la fois. Donc on perdait énormément de temps déjà à préparer notre travail.
Donc on a trouvé une solution. Au lieu en fait, de les enlever, tout simplement, on a demandé à la direction de nous trouver en fait, des portants, donc comme ici. Et maintenant, en fait, ils viennent directement mettre les pièces qui correspondent sur chaque portant. Voilà, donc comme ça, la chef de la confection, pardon, vient directement en fait sur mon... Je sais pas si j'ai... je peux parler rapidement. Voilà, c'est plus ma chef qui gère ça. Mais en fait, quand il coupe, on a un code couleur. Non, mais en fait, on a un code couleur pour chaque type de pièce, en fait. Par exemple, les couleurs sont peut-être pas les bonnes, mais par exemple, le bleu, ça sera pour le biais, pour le poste du biais. La verte, la jaune, ça sera pour le poste fermeture éclair. Après, il y en a un autre, ça sera pour le balcon. C'est clair, c'est simple. Voilà. Donc, on a trouvé cette solution pour la coupe qui marche plutôt bien. Pour le moment, on n'a pas trop de soucis avec ça. Et moi, en fait, mon poste principal, c'est le balcon. Donc, le balcon, c'est un mur. Donc en fait, j'assemble tout le mur, en sachant qu'en amont, il y a quand même des filles qui ont des postes derrière moi. Donc la chaîne est vraiment, on se suit en fait. Voilà. Donc j'ai en amont une collègue qui fait le biais, j'ai une collègue qui fait la fermeture en fait ici du grand volet qui se met en dessous. Et après moi je monte tout le reste du mur. Donc avec le cristal, avec les fermetures et les accessoires. Bon, par exemple, on ne voit pas, mais derrière, en fait, sur l'envers, j'ai tous les petits accessoires. Donc le montage, je vais vous expliquer. La description du balcon, je viens de le faire. Oui, non mais je suis mon... Excusez-moi. donc là, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, au lieu de faire des grosses séries, on est parti sur du flux tiré. On est environ à 6 par jour, donc 6 temps finis par jour. En sachant que en fait, mon premier client c'est Maïva, c'est moi qui lui transmets les tentes finies. Donc avec le vent, le toit, le tapis de sol et la tente intérieure. L'avantage en fait des petites séries comme ça, c'est qu'on peut se faire un autocontrôle. Donc moi, à chaque fois que je finis une pièce, je l'inspecte rapidement, voir si j'ai pas une échappée, s'il ne manque pas un accessoire par rapport à mon plan que j'avais vu plus haut. Si vous voulez que je le mette, je peux. On améliore la qualité en fait, des produits, justement, comme il y a moins de retours. On voit tout de suite les défauts, parce que l'inconvénient, c'est aussi qu'on ne voit pas le défaut tout de suite. La tente sera finie, donc, toute montée complète, et au niveau du contrôle qualité, en fait, s'ils voient un défaut, ils vont nous refaire revenir de la jante complète. Une fois que vous réparez votre bêtise, c'est un petit peu compliqué, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et grâce à ça, on sort quasiment tout le temps les quantités demandées. Ce qui est bien aussi donc, par rapport à 2020, c'est que c'est beaucoup moins répétitif, on change régulièrement en fait, de mur. Admettons faire celui-ci, c'est sur une Malawi. Je vais partir par exemple sur une façade de auvent, ou je ne vais pas toujours faire les mêmes produits. Donc ça c'est bien, c'est pas du répétitif, on ne s'ennuie pas. Et après, ma petite poubelle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, a été modifiée, donc la voilà maintenant. Donc en fait, j'ai pris l'initiative, avec l'accord d'Aurélie, de prendre en fait ma petite poubelle à la maison, et mon conjoint m'a créé un petit poste de travail plutôt sympa, avec les accessoires, donc c'est beaucoup plus clair, je peux switcher un petit peu comme je veux les accessoires dont j'ai besoin par rapport à ce que je fais, et ils ont pris l'idée pour maintenant le faire pour tout l'atelier. Voilà, donc Maëva, maintenant, t'en penses quoi, toi, de la nouvelle mise en place de l'atelier? Moi, je vais expliquer ça tout de suite. Alors, du coup, on est en 2024. Maintenant, j'ai 32 ans. Quelques rides en plus. Bon. De l'eau a coulé sous les ponts, je ne suis plus monteuse assembleuse, je suis passée chef d'équipe. Donc, de l'atelier mécanique qui se compose de 10 personnes réparties en 2 lignes. Donc, la partie production armature et la partie production remorque, caravane pliante.
du coup, mon objectif est de 6 par jour. Excusez-moi, je bégaye un peu. Mon objectif est de 6 par jour sur un takt time de 70 minutes. Donc tous les matins, je vais contrôler au niveau de l'atelier confection si tous mes sous-ensembles, mon kit, parce que maintenant c'est livré par kit, avant c'était livré par sous-ensemble. Maintenant tous mes sous-ensembles sont sur le kit. Donc je vais vérifier que tout va bien, que je peux avoir mes sous-ensembles complets, mon kit complet. Donc maintenant le flux unitaire me permet d'avoir très peu d'encours, donc j'ai plus les remorques qui traînent comme elles traînaient avant dans mon atelier. Donc par contre maintenant je suis aussi fournisseur de la chaîne remorque en armature. Donc je dois aussi livrer mes sous-ensembles d'armature, donc le sous-ensemble d'auvent et d'armature d'auvent et le sous-ensemble d'armature de caisse. Donc l'armature de la caisse, c'est ce que vous pouvez voir sur la partie droite. Donc aujourd'hui on essaye un nouveau système de servante que vous pouvez voir sur la gauche qui distribue l'armature de la caisse. Celui-ci c'est pour 30 armatures, donc ça représente une semaine de travail. Actuellement je travaille sur la rotation des pièces en fait, parce que j'ai un inconvénient, c'est la sous-traitance en galvanisation. Excusez-moi. Donc du coup j'essaye de mieux tracer mes produits quand je les envoie, on identifie mieux les bacs, le poids, la quantité, on essaye de mieux identifier en fait pour que ça nous revienne plus rapidement. Actuellement on a un temps de rotation de 3 semaines en galvanisation, donc c'est très long. Et on essaye de le diminuer à 1 semaine. Donc voilà, donc là c'est un exemple en haut à gauche, c'est un exemple de l'identification du bac. Donc il y a le nom du produit, le poids du produit, le nombre de pièces qui se trouvent à l'intérieur, et c'est aussi identifié par un numéro de chariot. Donc du coup en bas à gauche ce sera l'expédition pour l'expédition, donc ça me permet à moi de, si jamais j'ai un problème, une urgence de production, je peux tout de suite demander à la sous-traitance de récupérer ce dont j'ai besoin. Ensuite sur la droite vous pouvez voir une petite checklist en fait de ce qu'on met dans les remorques, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc on avait quand même un petit peu de problème de service après-vente parce qu'il y avait des pièces manquantes. Maintenant on check vraiment à chaque fois, on coche, l'opérateur coche ce qu'il a mis dans la caisse. Et après ça nous permet d'avoir la caisse finie sur le parking. Donc voilà, on essaye de travailler pour avoir des flux vraiment simultanés pour pouvoir habiller et sortir les remorques comme on a besoin, pour respecter l'objectif et aussi pour pouvoir livrer le client en temps voulu. Donc aujourd'hui, maintenant pour le petit lien, en fait avant le chauffeur attendait qu'on lui mette les remorques sur le camion, et aujourd'hui c'est nous qui attendons le camion qui vienne débarrasser le parking parce que bien souvent on n'a plus de place. Voilà. Merci mesdames. Merci. Vous voyez, entre 2020 et 2024, elles ont quand même pas mal progressé. Alors comment on a fait ça? On a d'abord essayé de rendre visibles les objectifs pour que tout le monde soit clair sur ce qu'on devait atteindre. Et donc là, c'est l'exemple de l'affichage que la ligne de confection a juste en face d'elle. Et elles savent que dans leur journée, donc là par exemple c'est le modèle Malawi, elles doivent produire 6 Malawi. Là je ne sais plus à quelle heure a été prise la photo, mais elles en sont à 3 produites sur les 6 de la journée. Et elles savent du coup à tout moment de la journée, en regardant le tableau, où elles en sont. Avec les petits camemberts sur le côté, elles savent en fait, par exemple sur la 4e ligne, que pour avoir l'accessoire complet, il manque une partie. Et donc elles peuvent se rapprocher du chef d'équipe pour savoir s'il manque le double toit, la tente intérieure ou le tapis de sol. Et donc ça c'est visible pour tout le monde, ce qui nous permet à nous,
à la direction de passer, de voir tout de suite s'il y a un problème ou pas, éventuellement d'aller les questionner et de leur donner un coup de main ou une aide quelconque si elles le demandent pour les aider à résoudre les problèmes de la journée. On a aussi rendu visibles les problèmes qualité, parce qu'on avait pas mal de choses qui remontaient, pas mal de choses qui étaient interceptées au contrôle final, des choses aussi qui étaient interceptées directement sur la ligne. Les couturières, quand elles ont une échappée, elles n'attendent pas qu'on leur dise c'est pas bon, elles le corrigent d'elles-mêmes. Et donc on a affiché des tableaux de bord comme ici à gauche qui leur indiquent d'abord le nombre de produits contrôlés. Alors, chez nous, un double toit, c'est un produit. On n'attend pas que la caisse soit complète pour le contrôler, donc d'où le nombre de produits contrôlés. Elles ont donc une visu du taux de qualité mensuel, du taux de qualité hebdomadaire, et ça en temps réel. Ce sont les personnes qui font le contrôle final qui renseignent ça au fur et à mesure que le contrôle est effectué. Et elles ont aussi un affichage des top 3 des défauts, ce qui nous permet d'avoir un échange avec les couturières sur voilà, ce défaut-là, il est revenu 90 fois sur 100 cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être un réglage machine, ça peut être un oubli d'accessoires, ça peut être un changement de plan qu'on a loupé, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et du coup, ça nous permet de travailler en collaboration avec les différentes parties prenantes pour mettre les solutions en place et faire en sorte que ce problème ne revienne plus. Le petit tableau à droite, c'est notre tableau des bacs rouges. Alors c'est la, je sais pas, 10e version, 15e version des bacs rouges qu'on essaye de mettre en place pour rendre visibles les choses. On avait mis à l'époque un système de chariot en fait où les couturières venaient balayer la toile qui n'était pas bonne dedans, mais en fait ça les embêtait parce que quand elles voyaient un défaut, tout ce qu'elles voulaient c'était le corriger tout de suite et que le produit parte. Nous on n'est pas toujours là au moment où ça arrive et donc c'était plus embêtant, enfin on a réfléchi. Et donc on a distribué un petit système de cartes à nos chefs d'équipe et aux opérateurs à leur disposition. Et en gros, quand il y a un défaut ou quelque chose qui les empêche de produire de manière linéaire, continue, enfin dans des conditions adéquates, elles viennent mettre sur cette petite carte la date, le nom du produit, le problème rencontré. Et donc nous, ça nous permet, en faisant les gambas, d'aller voir ce qui se passe. Et donc là, il y a plusieurs colonnes parce qu'en fait, là aujourd'hui, on parle des carnets de clientes, mais on a déployé ça dans chaque secteur de l'entreprise. Donc c'est valable pour la coupe, c'est valable pour les armatures, c'est valable pour la soudure aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Et donc nous, on fait notre petit tour et on a mis en place un système de résolution de problèmes. Donc à droite, en fait, on a mis en place un système pour essayer déjà de trier nos bacs rouges parce qu'on en avait beaucoup. On bloquait un peu là-dessus. Merci Michel pour le coup de main. Et donc on s'est dit, voilà, on a 3 types de bacs rouges. On a ceux dont c'est une dérive au standard. Par exemple, il devait y avoir des accessoires et constamment on les oublie, on ne sait pas pourquoi. Donc est-ce que c'est un problème de formation, est-ce que c'est un problème de disponibilité, etc. En tout cas, ce standard doit être là, cet accessoire doit être là, il n'est pas, pourquoi. Ensuite, on a mis en place, on trie en se disant, voilà, il y a des améliorations simples qu'on peut faire, qu'on n'a pas détectées. Et troisième colonne, ça c'est des projets plutôt long terme. Là par exemple, tout en bas, on avait fait un petit tas de bacs rouges, c'était sur un produit spécifique qu'on fait une fois l'an. On a détecté plein de trucs, mais c'était pas notre priorité, donc on l'a un peu parqué. Et on dit voilà, ça c'est à traiter parce que l'année prochaine le produit va revenir, mais là, voilà, on a d'autres priorités, donc on se le met à part. Et donc le petit tableau à gauche, en fait, c'est tout simplement notre manière à nous d'afficher aux gens ce qu'on est en train de faire. Donc on sélectionne 2 bacs rouges, l'idée étant d'en résoudre 2 par semaine, avec les outils qu'on met à disposition à gauche. Donc on utilise l'un ou l'autre, ou les deux, en fonction des situations. Et le petit tableau en bas, zone d'action, permet à chacun qui passe devant de voir quelles sont les actions qu'on a entamées, et donc le niveau d'avancement avec les petits marqueurs pour voir où on en est, est-ce qu'on a résolu, est-ce qu'on a fini, est-ce qu'on est en cours, enfin tout le monde peut voir ça en passant. C'est dans l'entrée, donc on ne peut pas le louper. Et donc comme Maëva le disait, on a un rendu visuel aussi pas mal de choses sur la partie mécanique. Donc à droite, c'est le kit que fournit maintenant la confection à l'assemblage des carnets de clients. Avec le petit panneau qui est dessus, en fait c'est la checklist de contrôle. La confection vérifie d'abord, avant d'envoyer le kit au montage carnet de cliente, que le kit est complet. Et en règle générale, on n'envoie pas si le kit n'est pas complet. N'est-ce pas ?
Et à droite, en fait, c'est l'affichage de nos armatures. En fait, ce qu'on a à gauche, c'est typiquement le type de chariot qu'on envoie en galvanisation. On envoyait ça comme ça en espérant que le galvaniseur allait nous le renvoyer la semaine suivante, mais on faisait aucune identification. Donc quand on avait un souci, une urgence, un manque de pièces, ben, nous, on n'était pas foutu de lui dire « mais je veux ça ». Il dit « oui, mais c'est quel chariot, il y a quoi dedans ?» Effectivement. Et donc l'affichage du milieu, ben, c'est ce qu'on vient aimanter maintenant sur chacun de nos chariots, et qui dit, voilà, dans ce bac-là, il y a autant de pièces, ça fait autant de kilos, c'est ce numéro-là, et nous, on met le nom de la tente. Le galvaniseur, lui, ça lui dit rien, mais nous, ça nous permet, quand ça revient, de gagner du temps de tri et de savoir où ça va. Alors, on n'a pas fini, hein, l'amélioration continue dans le Lean, moi, c'est pas moi qui vais vous expliquer ça. Donc, les objectifs suivants sont là. Donc l'idée c'est de passer d'une production de 6 à 8 caravanes pliantes par jour. Là Pierre va me reprendre en disant mais non c'est pas 6 par jour, c'est une toutes les heures 10, pardon Pierre. Et donc l'idée voilà, c'est de passer de 6 à 8 tout en maintenant le niveau de ressources actuel qu'on a. Vous l'avez compris, il ne va pas me racheter de machine. Ensuite, deuxième objectif, c'est améliorer notre taux de qualité en passant de 96 à 98% de taux de qualité. On a mis en place très récemment un comité qualité parce que tout ce que je vous ai montré là c'est ce qu'on effectue en interne. Nous on a des commerciaux qui sont sur route et eux ne voyaient pas ce qu'on faisait et nous on ne voyait pas, enfin en tout cas les équipes sur le terrain ne voient pas non plus les retours des clients à l'externe. Et donc ce comité qualité maintenant se réunit 1 fois par mois, ça fait 2 fois maintenant. On a un petit plan d'action et donc on regarde est-ce que les actions qu'on met en place sur le terrain sont alignées avec les réclamations qui nous reviennent de l'extérieur. Et ça permet à chacun des parties de se dire bah, nous on a fait ça pour toi et les commerciaux te dire ah, moi j'aimerais bien que vous fassiez ça pour moi. C'est vachement bien parce qu'on comme ça on arrête de râler sur les commerciaux qui veulent tout le temps et les commerciaux arrêtent de râler sur nous parce qu'on fait jamais rien de bon. Objectif suivant, la mise en place de Lambda. On a essayé, ça n'a pas bien marché pour l'instant. On n'a pas encore trouvé le bon système, mais on n'abandonne pas. Développer la capacité de nos équipes à résoudre des problèmes de la ligne. Pierre arrête pas de me dire qu'un bon chef, c'est un chef qui ne fait rien. Donc voilà, ça c'est mon objectif principal. Voilà. Et donc l'idée, voilà, c'est de, vous avez eu le petit tableau avec les outils, l'idée c'est que nos équipes se les approprient et qu'ils puissent, je sais pas moi, dans 90% des cas, se débrouiller sans nous, parce que ben voilà, ça leur permet de grandir aussi. Et dernier objectif, formalisation et accélération de la polyvalence. Hélène l'a dit tout à l'heure, elle n'occupe pas toujours le même poste, elle ne fait pas toujours la même opération. C'est pas le cas pour tout le monde. L'idée c'est qu'une personne soit capable d'occuper au moins 4 postes différents. Aujourd'hui on intègre des couturières qu'on fait passer forcément par la coupe maintenant parce que ça leur permet aussi de voir qu'est-ce qu'ils me livrent et pourquoi parfois c'est mal coupé, pourquoi parfois il manque un poinçon. Maëva est l'exemple type de la personne aussi qui a de la polyvalence, hein. On passe de la couture à l'atelier mécanique, c'est juste formidable. Et voilà, l'idée c'est d'aller peut-être encore plus loin. Bon, elle ne reviendra pas à la confection. Hein. Voilà. Pour conclure, en préparation de cette présentation, Hélène a fait un petit sondage dans son équipe caravane pliante, donc confection pour la caravane pliante. Vous l'avez compris, il y a encore 2 ans, elles étaient toutes dans un seul et même atelier où elles voyaient toutes passer les mêmes produits. Et donc il y a 2 ans, on a séparé les lignes et donc maintenant il y a une équipe qui ne fait que la confection caravane pliante et l'autre qui ne fait que le reste. Et donc ça a été un peu compliqué, donc elle a fait un petit sondage pour avoir les retours des gens. Alors je ne vais pas forcément détailler tout ça, mais vous pouvez en parler avec Hélène après, elle vous dira. Mais en gros les enseignements de ça, c'est que changer demande du temps. Moi aussi j'ai pris des cheveux blancs. S'intéresser à la bonne qualité, c'est également s'intéresser aux personnes, parce que finalement, on va essayer de comprendre ce qui arrive et pourquoi elles ont fait un défaut. Elles n'arrivent certainement pas le matin en se disant « je vais oublier de mettre des accessoires ». S'intéresser aux personnes, c'est également s'intéresser à leurs irritants. Clairement, la poubelle d'Hélène, je peux comprendre que ce soit un irritant. S'intéresser à leurs irritants et les résoudre, c'est résoudre une partie des problèmes qualité. Et enfin, on essaye, on fait des erreurs, on continue, on réessaye, on fait des erreurs et on continue. Et on se reverra certainement dans quelques années. Merci beaucoup.